Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce webinaire Comment recruter des bénévoles pour votre association. Alors, le temps que tout le monde arrive et se connecte tranquillement, je vous propose que l'on se présente. Alors, moi, je m'appelle Solène. Je travaille chez Yapla. Yapla, c'est une plateforme de collecte de paiement en ligne et de gestion tout en un pour les associations. Et en tant que chargée marketing, je suis très souvent en contact avec des associations comme vous. Je suis aussi engagée moi-même bénévolement dans des associations. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour aborder ce vaste sujet qui est le recrutement de bénévoles. Et surtout, j'ai l'immense chance d'être accompagnée d'Océane. Mais c'est moi qui ai de la chance, Solène. Donc moi, effectivement, c'est Océane. Je suis aux relations utilisateurs chez Bénévolte. Donc ça veut dire que j'accompagne à la fois les bénévoles et les associations sur Bénévolte, donc qui est une plateforme où chacun recherche soit une mission de bénévolat quand on est bénévole, soit un bénévole quand on est une association. Et donc mon travail, c'est de vous accompagner, soit à bien rédiger vos missions de bénévolat, soit côté bénévole, à savoir dans quelle association on peut aller et on peut se trouver. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire une petite passe sur Livestorm. Livestorm, c'est donc la plateforme qu'on est actuellement en train d'utiliser pour faire ce webinaire. Donc, vous avez en bas à droite de votre écran 3 onglets. L'onglet chat, questions et sondages. Donc, je vous invite dès maintenant à utiliser l'onglet chat pour tout simplement nous dire bonjour, vous présenter entre vous et puis n'hésitez pas à vous partager votre expérience tout au long du webinaire. Ensuite, vous avez l'onglet questions dans lequel vous pouvez tout simplement nous poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Nous avons Laurent qui est en back office derrière, qui répond à vos questions, qui est là pour vous aujourd'hui. Et puis, vous avez l'onglet sondage sur lequel nous allons vous solliciter 2 fois durant cette présentation. Je vous tiendrai au courant pour vous poser 2 petites questions concernant votre expérience en tant qu'association. Donc, ce webinaire, il est enregistré. À la fin, vous allez recevoir un email avec la vidéo replay. Donc, vous pourrez revoir ce webinaire. Et puis, surtout, on va vous partager le support de présentation que j'utilise actuellement, que vous pourrez regarder, partager à volonté, à qui de droit, d'autres associations, si vous en avez autour de vous, à qui ça pourrait être utile. Et puis, je vous propose tout de suite de vous en dire un peu plus sur qui nous sommes et notamment qu'est-ce que Yapla. Donc Yapla, comme je vous le disais, c'est une plateforme de collecte de paiement en ligne et de gestion tout en un pour les associations. Et alors pourquoi collecte de paiement? Parce que sur cette plateforme, vous pouvez tout simplement collecter les paiements concernant vos adhésions, concernant des billetteries relatifs à vos événements. Vous pouvez aussi collecter des dons. Et pourquoi on parle aussi de gestion tout en un? Parce que sur cette même plateforme en ligne, qui est accessible, je le précise, sur n'importe quel navigateur Internet, vous pouvez créer un site web, vous pouvez gérer toute votre comptabilité, automatiser votre facturation, automatiser l'envoi de vos reçus fiscaux si vous collectez des dons. Et puis, vous pouvez aussi créer tout un écosystème de communication pour communiquer auprès de votre communauté. Yapla, c'est une plateforme donc, qui répond aux besoins de toutes les associations, que vous soyez une petite association, un petit club sportif d'un petit village ou au contraire une grosse association professionnelle ou une grande fédération. Yapla est là pour répondre à vos besoins. Et parce qu'on essaye de répondre aux besoins de tout type d'association, nous avons 4 niveaux de forfait, dont le premier niveau de forfait est gratuit et accessible, et j'insiste, à toutes les associations, quelle que soit votre mission, quelle que soit la taille de votre organisation. Et puis, on a d'autres niveaux de forfait avec des mensualités payantes qui vous permettent d'accéder à toute la partie plutôt gestion de la plateforme. Et d'ailleurs, sur ces offres payantes, nous avons des tarifs préférentiels. Si vous êtes client du Crédit Agricole, je pense que peut-être que bon nombre d'entre vous proviennent du Crédit Agricole. Donc, voilà, je le mentionne pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Yapla, n'hésitez pas à aller sur yapla.fr. Et je vous propose maintenant d'en découvrir un petit peu plus sur Bénévolte. Merci Solène. Donc effectivement, Bénévole, je le disais en préambule, c'est une plateforme qui met en relation des bénévoles et des associations. Il y a une communauté de bénévoles qui va créer son profil et qui attend d'être contactés, mais ils vont pouvoir aussi vous contacter en tant qu'association.
Donc pour ça, vous allez pouvoir sur Bénévolte poster facilement vos missions de bénévolat. Vous allez voir le site, il est pensé pour que ce soit le plus facile possible, le plus fluide possible, que vraiment quelques minutes, on ait l'occasion de mettre ces missions de bénévolat en ligne. Il y a même une bulle de chat où c'est pas un robot derrière, c'est bien nous, toute l'équipe de Bénévolte, qui vous répond pour vous aider justement à bien la rédiger. On va ensuite ces missions les rendre visibles, mais très largement. C'est pas que sur la communauté de Bénévolte qu'on va vous trouver vos missions, mais on va aussi la publier, par exemple, dans la presse locale et régionale, ou encore sur le site je veux aider.gouv et chez d'autres partenaires. L'idée, c'est vraiment d'avoir une grande visibilité de vos missions grâce à l'outil Internet. Vous êtes accompagné par toute l'équipe, donc vous avez chez Bénévolte actuellement 6 personnes qui sont toutes, dont moi, qui sont toutes investies dans des associations de différentes tailles, dans différentes localités, et qui sont intéressés par vos projets associatifs qui sont là pour vous accompagner sur la culture bénévole. Et enfin, si vous êtes une association, une fédération, une association nationale avec tout un réseau de bénévoles, vous avez des outils de pilotage qui sont vraiment pensés pour vous et très spécifiques. Merci Océane pour cette présentation. Alors aujourd'hui, quel est le programme? Ensemble avec Océane, on va vous partager, en tout cas on va essayer de vous partager un maximum d'outils et d'astuces qui sont applicables à votre association, en tout cas, quelle que soit, encore une fois, votre mission ou la taille de votre organisation. On va vous présenter un certain nombre d'outils et d'astuces en commençant d'abord par une petite mise en contexte avec Océane qui va nous parler des enjeux du bénévolat, puisqu'elle est au cœur de ces enjeux-là. Donc, quels sont les enjeux actuels des bénévoles, du bénévolat? Quels sont les enjeux de votre association? Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec comment on peut attirer, comment on peut convaincre aujourd'hui des bénévoles à rejoindre notre association, et puis comment on peut faire de ces bénévoles de véritables ambassadeurs pour notre association. On se gardera 10-15 minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Et puis, je le précise, nous avons préparé une petite boîte à outils avec un maximum de choses très concrètes et très applicables à votre association qui sera en fait tout simplement représentée avec cette petite image tout au long de la présentation. N'hésitez pas à retélécharger ce support-là, puisqu'il y a plein de liens cliquables sur la présentation que vous pourrez aller retrouver après le webinaire. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir par vous-même au fur et à mesure de la présentation. Et je vous propose de démarrer tout de suite avec une petite histoire qu'Océane va nous raconter. Ouais, effectivement, avec Solène, en préparant le webinaire, comme on est toutes les deux donc dans nos activités respectives au contact des associations, il y a des choses qui reviennent souvent, des problématiques qui reviennent souvent, des témoignages d'une association sportive à une association de solidarité, c'est toujours la même chose qui revient. Et du coup, on s'est dit pour ce webinaire, on va prendre un fil rouge, c'est celui de Mathilde, donc qui est présidente d'un club de foot à Quimper. Mais tout ce qu'on va vous dire ici, vous allez certainement vous reconnaître, même si vous n'êtes pas dans un club de foot à Quimper, vous allez reconnaître les enjeux de Mathilde, vous allez reconnaître les outils qu'elle peut utiliser. Donc n'hésitez pas, vous-même dans le chat, à aussi réagir par rapport à ça. J'en reviens à cette histoire de Mathilde. Donc Mathilde, présidente de son club de foot à Quimper, elle est super contente parce qu'elle a une grosse équipe quand même de 30 bénévoles. Donc comme pour vous, elle a un noyau dur de bénévoles, vous savez, ceux qui reviennent tout le temps, ceux à qui on sait qu'on peut faire confiance pour tout ce qui est gestion de l'association. Et puis ensuite, il y a tous les autres bénévoles qu'on récupère de temps en temps, qu'on recontacte quand il y a un événement sportif, un événement ponctuel et qu'on a besoin de bras. Ils sont toujours là, ils sont toujours motivés. Et il faut les relancer de temps en temps. Donc, tous ces bénévoles-là, ils l'aident à différents niveaux dans la vie de son club. Sauf que, et Solène va nous l'expliquer, tout n'est pas rose pour Mathilde. C'est ça, sauf que d'une année à l'autre, malheureusement, tous les bénévoles ne poursuivent pas leur mission auprès de Mathilde au sein du club. Ce qui rend la tâche à Mathilde pas facile, puisqu'elle se retrouve à devoir gérer plein de choses qu'elle a l'habitude de déléguer. Et résultat des courses, elle se retrouve un peu à passer plus de temps dans le club de l'asso plutôt que, par exemple, en famille. Bref, en fait, elle se retrouve en galère pour organiser ses tournois, ses compétitions, pour gérer tous ses joueurs. Et donc, elle se demande, peut-être comme vous qui êtes présents aujourd'hui, comment est-ce qu'elle peut recruter plus facilement, plus simplement des bénévoles pour son association. Et surtout, elle se demande comment est-ce qu'elle peut les engager davantage sur le long terme auprès d'elle dans son club. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et je vous propose de commencer par les enjeux des bénévoles. Océane, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur les enjeux des bénévoles aujourd'hui ? Les enjeux des bénévoles, c'est vraiment super important de les avoir en tête et de les considérer parce que c'est ce qui va faire que
vous allez avoir ce levier en fait pour non seulement intégrer les bénévoles, mais faire en sorte qu'ils restent longtemps. Donc, il y a un super observatoire. Chaque année, en fait, il y a des recherches qui sortent de justement Recherche et Solidarité et France Bénévolat qui vont analyser le paysage des bénévoles et qui vont nous donner quelques chiffres. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que sur ces dernières années, il y a une constante, c'est cette envie d'être utile. Et je pense que dans le chat, vous allez pouvoir nous le dire, mais la plupart d'entre nous, quand on s'investit dans une association, c'est pour ce sentiment d'utilité. Et on le voit, c'est quand même 85% des bénévoles, donc l'immense majorité des bénévoles, qui est son levier émotionnel personnel, c'est vraiment ce besoin d'être utile à son quartier, à sa localité, à une cause en particulier. Et ça, c'est toujours ultra important. En fait, les années passent et ça change pas. C'est toujours majoritairement ça qui prévaut. Par contre, on voit une constante aussi sur ces dernières années, une mouvance en fait parmi les bénévoles et leurs enjeux, c'est qu'ils ont envie de développer quelque chose de plus personnel. Dans 27% des cas, les bénévoles, ils expriment vouloir développer des compétences. Je suis un jeune étudiant en communication. Je me dis, tiens, tous ces cours théoriques que j'ai à longueur de journée, si j'en faisais quelque chose, si sur le terrain, j'allais développer des compétences avec une ligne à mettre sur mon CV, et je le faisais dans une association. Comme ça, j'allie l'utile et l'agréable. On veut aussi vouloir mesurer le fruit de ses efforts. Mesurer le fruit de ses efforts, ça veut dire que je vais avoir un impact concret et réel dans mon association. Et ça, il y a peu d'endroits, à part dans le monde associatif, où je peux aussi vite accéder à des responsabilités, prendre des initiatives. Et donc ça, c'est vraiment très, très important de le générer en fait chez les bénévoles, de montrer cette reconnaissance, de leur donner ce terrain-là où ils peuvent s'épanouir personnellement. Et je vais passer à la suite sur comment dire, des idées reçues que j'entends souvent, et je pense que Solène, tu les entends aussi, qui auraient des motivations différentes en fonction de l'âge des bénévoles, de la génération de bénévoles. Eh bien, la plupart du temps, c'est faux. Toutes les générations de bénévoles, elles partagent des valeurs communes. Avec en tête, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'envie d'être utile. Mais il y a aussi un esprit de convivialité. Et il est exacerbé par ces 2 ans de pandémie qu'on a vécu. En tant que bénévole, on a envie de faire de belles rencontres, de passer de bons moments avec des gens qui nous ressemblent, des gens qui partagent nos valeurs. Et aussi, ayez en tête que peu importe l'âge des bénévoles, que ce soit des jeunes bénévoles, des bénévoles retraités, des bénévoles actifs, ils ont envie d'avoir plus de responsabilités dans les associations. J'échange souvent avec des associations qui me disent bon, je vais pas mettre une mission pour un poste de président ou un poste au bureau, personne n'en voudra. Eh bien, sachez que peu importe l'âge des bénévoles, il y en a énormément qui expriment le besoin d'accéder à plus de responsabilités dans leur association. Ça peut être un poste de membre du bureau, mais aussi prendre la tête sur les responsables de communication de l'association, par exemple. Donc, donner cet espace aux bénévoles, créer aussi de l'enthousiasme, créer des endroits de rencontre pour qu'ils puissent vous exprimer ça. Maintenant, si on fait une différence entre les générations, il y a des motivations qui sont vraiment intrinsèques à chaque génération. Si on prend les bénévoles retraités, par exemple, et il y en a beaucoup, ils sont très utiles dans les associations, ce à quoi ils sont sensibles, c'est la transmission de compétences. Un bénévole retraité, il va être particulièrement sensible à un espace associatif dans lequel il peut apporter quelque chose qu'il connaît, par exemple, toute une carrière dans le football, par exemple, dans le club de foot de Mathilde, où il va pouvoir enseigner à des enfants, des bénéficiaires, mais aussi à d'autres bénévoles son amour du sport, ça va lui parler. Un jeune, quant à lui, il va être généralement plus satisfait et plus à même d'en parler quand il est heureux dans son association. Quand il est épanoui, il va avoir tendance à devenir ambassadeur de cette association. Donc, cultiver cet optimisme, on va en parler plus tard dans le webinaire. L'idée, c'est de les accompagner à pouvoir parler à leur tour de votre association et de la faire rayonner. Et je te repasse la parole, Solène, Merci. pour la prochaine partie. Tout à fait. Donc maintenant, on va aborder quels sont les enjeux de votre association. C'est une très bonne question. C'est une question qui est propre à chacune et chacun d'entre vous. Et pour y répondre, il n'y a rien de mieux en fait que de prendre le temps, que de vous poser un petit peu avec vos membres actuels, avec vos bénévoles actuels, avec ceux qui vous entourent au sein de votre association et d'éviter de vous précipiter en tout cas dans le recrutement de bénévoles. Pour prendre ce temps-là, pourquoi c'est important en fait pour mieux identifier vos besoins en matière de bénévolat, pour comprendre en fait vos enjeux en matière de bénévolat. Et pour cela, vous pouvez vous poser quelques questions clés. Donc moi, je vais vous en proposer 3, mais vous pouvez parfaitement en imaginer d'autres. La première des questions qu'on peut se poser, c'est quels sont les prochains chantiers de votre association
Par exemple, Mathilde, elle a deux chantiers principaux à venir. Le premier, c'est de recruter plus d'entraîneurs parce qu'elle a de plus en plus de joueurs qui viennent rejoindre son club de foot et c'est super. Mais donc, elle a besoin de recruter davantage d'entraîneurs. Et puis, le deuxième chantier, c'est qu'elle a besoin de réinvestir un petit peu dans l'équipement du club qui tombe un peu en lambeaux. La deuxième question qu'elle va se poser, c'est que maintenant qu'elle sait qu'elle a ces deux projets qui arrivent, c'est comment elle les priorise. Elle ne peut pas tout faire en même temps, hein, elle se retrouve parfois toute seule. Donc, c'est comment on va prioriser ça. Elle va tout simplement se dire, mon équipement, mes équipements, ils peuvent encore tenir le coup quelques mois, voire l'année. Par contre, mon manque d'entraîneur commence vraiment à se faire ressentir. Donc, il va peut-être falloir que j'accélère le pas sur mon recrutement. Et c'est là que la dernière question va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin finalement de bénévoles dans son association. Pour Mathilde, c'est très simple, c'est que si elle ne recrute pas de bénévoles, elle va commencer à être vraiment en difficulté, à ne pas pouvoir répondre aux besoins de sa communauté et aux besoins de sa raison d'être, qui est de former des footballeurs, des jeunes footballeurs. Donc l'idée, voilà, c'est de repartir un peu à la base de l'existence en fait de votre association, pourquoi vous êtes là et pourquoi vous avez besoin de bénévoles. Et vous allez pouvoir creuser plus possible ce besoin-là, essayer de le mettre des mots sur ce besoin-là, de le clarifier, de pousser la réflexion. Il y a une analogie pour illustrer un peu mon propos que j'aime bien donner et que Océane connaît bien, puisque je la répète souvent hein, dans la vie de tous les jours, elle sert beaucoup. C'est quand, par exemple, on va faire ses courses. On va faire ses courses parce qu'on a besoin d'acheter des choses pour manger, pour équiper sa maison, peu importe. Bon. Quand on va faire ses courses sans liste de courses, qu'est-ce qui risque d'arriver? Il risque d'arriver qu'on va traverser les rayons en large, en long, en travers, qu'on va passer par le rayon frais, puis finalement par le rayon boucherie, et puis on va revenir dans tous les sens, on va arriver à la maison, il va nous manquer la moitié des courses dont on avait besoin initialement, puis on va avoir acheté des choses dont on n'avait pas besoin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu du temps et puis on a peut-être un peu dépensé de l'argent qu'on ne voulait pas dépenser au départ. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas bien identifié et posé ses besoins à l'écrit avant de se lancer dans ses courses. Et recruter des bénévoles, c'est un peu la même chose pour illustrer. Donc, ce que vous pouvez faire concrètement, vous n'allez pas faire de liste de courses de bénévoles, mais vous pouvez mettre à l'écrit, par exemple, les compétences dont vous avez besoin aujourd'hui. Si vous cherchez à aller chercher des fonds financiers, par exemple, vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un qui a des compétences en matière de commercial pour aller chercher des partenaires financiers, par exemple, pour aller démarcher des entreprises qui seraient prêtes à vous aider financièrement pour vos projets associatifs. Une fois que vous avez identifié toutes les compétences comme ça qui vous manquent aujourd'hui pour gérer votre mission associative, vous allez pouvoir mettre à l'écrit et clarifier quelle type de mission vous allez pouvoir confier à ces bénévoles. La personne que vous allez recruter pour aller chercher des financements, des financements, pour votre association, peut-être que sa mission, ça va être aussi de gérer les dossiers de demande de subvention. Par exemple. Voilà. L'idée, c'est de clarifier au maximum tout ça en amont. Et puis, vous pouvez aussi vous demander, est-ce que vos bénévoles, vous en avez besoin tout le temps, tout au long de l'année? Est-ce que c'est un besoin qui est ponctuel lorsque vous avez un événement en fin d'année, l'été, vous organisez un concert de fin d'année, par exemple, voilà. Est-ce que c'est un besoin qui est urgent, là, vraiment, vous êtes en manque de personnel tout de suite, de bénévoles, ou est-ce qu'au contraire, ça peut attendre et vous pouvez vraiment prendre le temps de dérouler votre stratégie de recrutement? Voilà, l'idée là, c'était de vous donner un peu des clés pour vous permettre d'identifier un peu mieux vos enjeux en termes de bénévolat pour votre association. Et je vous propose de découvrir un premier outil avec Océane. Ouais, effectivement, c'est un outil que personnellement j'affectionne particulièrement parce que ça permet vraiment de verbaliser, de poser sur papier ce dont vous avez besoin quand vous recherchez un bénévole. J'entends souvent des associations, la première fois que je les rencontre, elles me disent moi, vous savez, j'ai besoin de bénévoles. Et à la première question que je vais poser, c'est oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces bénévoles? Ils n'arrivent pas à le dire. Parce que ça fait des mois, ça fait des années qu'ils travaillent dans l'association. Ils s'occupent un petit peu de l'administration, ils s'occupent un petit peu de la compta, puis ils s'occupent un petit peu d'aller chercher des financements. Et au final, tout le monde fait un petit peu de tout. Et puis on n'arrive plus trop à verbaliser ce dont on a besoin, à part de bénévoles, de manière générale. Et ça, un bénévole qui arrive dans votre association, ça lui fait peur. Il a besoin de savoir exactement qu'est-ce que vous lui proposez, pourquoi vous avez besoin de lui ou pourquoi vous avez besoin d'elle. La fiche de poste de bénévole, elle ressemble un peu à une fiche de poste qu'on ferait dans une entreprise, mais avec des spécificités vraiment liées au bénévolat.
Donc, on va y rédiger, par exemple, le rôle du bénévole. Le rôle du bénévole, c'est très, très important parce que ça va vous montrer, en fait, même pour vous qui êtes dans l'association depuis longtemps, comment se découpent les différentes missions. Je vous conseille aussi, et je vous encourage à le faire, c'est de co-créer cette fiche de postes bénévoles avec des bénévoles déjà en place. Parce que déjà, ça va leur permettre d'être valorisés dans ce qu'ils font. On va les écouter. On va aller voir Michel et lui dire, bah écoute Michel, est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce que tu fais dans l'association? Tu viens tous les jeudis t'occuper de l'administration. Est-ce que tu peux me dire exactement ce que tu fais? Où commence ta mission? Où est-ce qu'elle s'arrête? Et comment toi tu la vois? Donc ça va vous permettre vous aussi d'accéder à cette verbalisation de la mission. Donc on peut décrire le rôle, la mission. On va aussi aller chercher les compétences clés. Michel, dans l'association, sur le côté administratif, qu'est-ce qu'il fait exactement? Quelle est la compétence que je recherche dans le bénévole, ce sur quoi je ne veux pas passer à côté, et ce sur quoi je vais peut-être orienter l'entretien qu'on va faire au départ, ou quand on va aller prendre un café pour se rencontrer, je vais lui demander les expériences qu'il a eues, les compétences qu'il a acquis dans sa vie professionnelle ou d'étudiant, par exemple. On peut aussi, et ça je vous le conseille parce qu'on oublie de le faire souvent en tant qu'association, c'est noter le matériel et les formations qu'on va devoir apporter aux bénévoles. Tout simplement pour le côté financier, de savoir, de budgéter un petit peu combien ça va nous coûter d'intégrer ce bénévole à l'association et ne pas se retrouver au fil des semaines à avoir des manquements sur ce qu'on peut lui apporter. Ça peut être par exemple le fait de créer une licence sur tel ou tel logiciel dont le bénévole va avoir besoin. En termes de formation, ça va être par exemple le former aux outils qu'on utilise dans l'association. Parce que ça va prendre du temps. Mais ça peut être aussi tout simplement et tout bêtement les mots de passe et les identifiants qu'il va avoir besoin pour utiliser tel et tel logiciel. Ça, pareil, on a l'habitude de le faire. Du coup, c'est enregistré sur notre Google et notre Internet. Du coup, on n'a plus besoin d'y penser. Mais le bénévole, lui, quand il va arriver, il va avoir besoin de tout ça. Donc, si on le prévoit dès la fiche de mission du bénévole, on n'a plus besoin d'y penser après et il n'y a pas de manquement au moment de l'intégration du bénévole qui, dès lors, a une meilleure image de l'association et de la façon de s'intégrer. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, moi, la question que j'ai envie de te poser, Solène, c'est bien beau hein, de noter ce dont on a besoin. Mais comment on le recrute, ce bénévole? Comment on le convainc d'arriver dans l'association? Eh bien, effectivement, c'est une bonne question qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, ce qu'on peut se dire, on peut imaginer qu'il y a deux façons de recruter des bénévoles. La première façon, c'est la recherche active de votre part, c'est-à-dire c'est vous, en tant qu'association, vous allez aller chercher les bénévoles, vous allez aller à leur rencontre, vous allez aller communiquer auprès d'eux. Donc, comme je viens de le dire, hein, l'idée dans cette approche, c'est de communiquer au maximum, c'est de faire du bruit, c'est d'informer la terre entière que vous êtes en recherche de bénévoles, que vous cherchez tel type de bénévoles, que vous avez besoin de telles compétences dans votre association. Pour cela, n'hésitez pas, comme tout à l'heure le précisait Océane, n'hésitez pas à impliquer vos membres, vos bénévoles actuels et toute la communauté actuelle de votre association dans votre recherche. N'hésitez pas à faire des newsletters auprès de vos différents contacts, de communiquer sur vos réseaux sociaux, sur votre site web si vous en avez un, de déposer des affiches, si vous avez un local associatif, d'en parler auprès de votre mairie par exemple. Puis déployer au maximum votre présence sur les différents forums associatifs, sur des plateformes en ligne qui sont très faciles à rejoindre, comme Bénévolte, hein, par exemple, pour informer de votre recherche. Et puis la deuxième approche qu'on peut avoir, et puis celle que je pense qu'on aimerait tous un peu atteindre, c'est que les bénévoles que l'on cherche viennent directement à nous. Alors, ça arrive. Peut-être que ça vous est arrivé d'ailleurs, ou ça vous arrive déjà à certains d'entre vous, et c'est génial. C'est génial, pourquoi? Parce que ça veut dire que vous avez déjà développé une certaine notoriété. Alors, attention, chaque association a une notoriété qui est propre à son rayon d'action. Hein. Par notoriété, j'entends pas forcément être connue dans la France entière ou dans le monde entier, loin de là. Mais ne serait-ce que de vous assurer que la mairie de votre ville, de votre village ou la maison d'association du quartier est au courant de votre existence, déjà ça peut vous permettre de développer cette notoriété. Voilà, donc n'hésitez pas à développer un maximum de choses comme ça qui sont assez simples et assez accessibles pour développer votre notoriété. Pour développer votre notoriété, ce que vous pouvez faire, c'est chercher à identifier des prescripteurs. Qu'est-ce que c'est que des prescripteurs? C'est tout simplement des personnes qui vont naturellement parler de vous. Je parlais tout à l'heure de la mairie, je parlais de la maison des associations du quartier, ça peut être aussi d'autres associations qui vous entourent. Eh bien, assurez-vous que ces personnes-là sachent parler de vous et qu'elles aient
en tête le fait que vous cherchez des bénévoles pour qu'elles puissent rediriger d'éventuelles personnes qui iraient auprès d'elles vers vous directement. Et puis, il ne suffit pas d'être connu pour que des bénévoles viennent naturellement à vous. Il faut aussi, c'est très important, que ces personnes-là puissent entrer directement et facilement en contact avec vous. Hein, si demain, je veux rejoindre le club de foot de Mathilde à Quimper, je pense que mon premier réflexe, ça va être de la chercher peut-être sur Google ou en tout cas de chercher un numéro de téléphone dans un annuaire. Voilà, je vais essayer, ou sur les réseaux sociaux. Donc, ayez ça en tête aussi, savoir est-ce que actuellement, n'importe qui peut entrer en contact avec vous, que la personne se trouve à côté de vous géographiquement ou pas. Et je vous propose maintenant une belle cartographie qu'Océane va vous présenter en parlant d'acteurs. Ouais, alors elle n'est pas exhaustive, hein. Je suis sûre que vous avez plein d'autres exemples et d'ailleurs n'hésitez pas à la partager dans le chat. Il y a plein d'autres associations, alors il y en a quelques-unes qui discutent dans le chat, mais il y en a d'autres qui restent invisibles, qui sont trop timides pour discuter, donc n'hésitez pas à partager parce que ça permet aussi à d'autres associations qui vous ressemblent, qui sont peut-être même dans le même territoire ou le même secteur d'activité que vous, d'avoir ces idées aussi. Donc moi, vous voyez, j'ai pris les structures que je connais un petit peu ou que j'ai déjà utilisées dans mon propre investissement associatif. J'ai essayé d'en faire une cartographie. L'idée, c'est de vous montrer qu'il y a plein d'acteurs qui existent, plein de plateformes de bénévolat, plein de façons de montrer qu'on recherche des bénévoles. Mais en fait, il faut arriver à voir par rapport à la fiche de bénévolat que vous avez fait tout à l'heure, comme on l'a montré, à voir en fait, en fonction du type de bénévole que vous recherchez, vous n'allez pas utiliser la même plateforme. C'est pas parce que vous en utilisez une que vous ne devez pas utiliser les autres, mais sachez que chaque plateforme a sa spécificité, son type de bénévole. Si je prends Jeunes et Bénévoles, par exemple, comme son nom l'indique, c'est une plateforme de bénévolat pour les jeunes, voire très jeunes bénévoles. Vous voyez, ça commence à partir de 15 ans. Donc, si je recherche un jeune bénévole qui a plein d'énergie, mais qui n'a pas forcément les compétences sur une mission en particulier, je peux m'adresser à cette plateforme et faire passer mes missions de bénévolat. Pareil, chez Unicité, on va être spécialisé dans le volontariat en service civique, par exemple. Alors que sur France Bénévolat, on va trouver des bénévoles de tous âges, et notamment des bénévoles retraités, vu l'historicité de cet acteur. Sur Bénévolte, on va être plutôt sur des bénévoles qui vont rechercher l'épanouissement personnel. Vous voyez, notre credo, c'est le bénévolat qui nous ressemble. Donc, on va aller chercher une mission qui nous plaît. Alors que sur Je veux aider .gouv, donc c'est la plateforme d'État, on est plutôt dans l'optique d'exercer une certaine citoyenneté, de s'investir au local, de s'investir vraiment pour cette idée d'être un citoyen et d'exercer des devoirs envers une association qu'on estime utile au bien vivre ensemble et au commun. Donc, vous voyez, en fonction de ce qu'on recherche, on ne va pas utiliser les mêmes canaux. Pareil, pour aller chercher du côté du mécénat de compétences, donc un petit peu au-delà du bénévolat, on va utiliser d'autres plateformes. Donc, il faut bien définir au préalable ce que vous recherchez pour utiliser la bonne plateforme. Si vous recherchez un bénévole retraité qui va pouvoir transmettre plein de compétences et qui va être grandement disponible, si vous mettez votre annonce sur jeunes bénévoles, vous n'allez pas trouver le profil que vous recherchez. Donc, bien faire attention à ça. Et je vais passer à la suite sur la mission de bénévolat, parce qu'une fois qu'on a identifié tout ça, il faut arriver à bien écrire sa mission de bénévolat pour attirer le plus possible justement ce profil qu'on recherche. Alors, quelques bonnes pratiques, c'est être synthétique. Aujourd'hui, la façon dont on lit sur Internet, et vous l'avez tous déjà expérimenté, on a une attention limitée. Il y a plein d'informations partout. On veut tout de suite. Et vous, en tant qu'association, pour donner tout de suite à un bénévole, il faut que vous lui donniez toutes les informations de manière synthétique, sans vous épandre, sans donner des détails que vous pouvez très bien donner lors d'un premier entretien ou d'un premier échange en visio ou au téléphone. Allez tout de suite droit au but. Ça va avec le fait d'être direct. Pareil, soyez transparent. Je pense à cet exemple qui revient souvent, c'est la cotisation. Il y a une cotisation obligatoire de 5 euros dans l'association. Et l'association, en fait, de peur de ne pas avoir des messages de bénévoles, va se dire, bon, c'est pas grave, j'en parle pas, on en parlera plus tard. Ce qui fait que le bénévole, il échange avec vous pendant des jours, des semaines durant. Et c'est au moment où il va vraiment faire sa première mission de bénévolat qu'il apprend que, ah, et au fait, est-ce que tu as payé ta cotisation? Il a dit, mais enfin, quelle cotisation? Ça fait 3 fois qu'on se voit et personne n'en a parlé. Donc, vous voyez, ça donne une mauvaise image de l'association. Donc, soyez transparent directement. Utilisez des mots-clés qui attirent l'œil. Souvent, ça va être des questions sur le public. Vous voyez, là, dans le titre de la mission que j'ai mis en exemple, il y a le mot enfant. Et pour quelqu'un qui cherche à travailler avec ce public, ça va tout de suite lui parler, ça va attirer son œil, il va tout de suite cliquer.
Pareil, sur des missions vraiment très spécifiques. Là, le fait qu'il y ait animateur d'ateliers artistiques, bon, aux artistes, ça va leur parler. Les gens qui sont vraiment attirés par ça, ils vont voir ça dans un flot continu d'informations. Ils vont se dire, ah tiens, ça me parle, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, essayez d'identifier ces mots-clés, ces mots qui parlent, soit aux émotions, soit aux envies des bénévoles, parce que ça va attirer le regard. Un rappel du projet, ça on le fait pas assez. Le bénévole, il va voir la mission, c'est super d'être community manager pour l'association, ça me parle, c'est dans mes compétences. Sauf que pour quelle raison il serait community manager dans votre association et pas celle d'à côté? L'idée, c'est pas qu'il y ait une compétition entre les associations, mais c'est que vous puissiez donner tout de suite la cause qu'il y a derrière, le projet global derrière cette mission, parce que ça va parler plus à un bénévole qu'à un autre. Et l'idée, c'est quand même que vous ayez le bénévole qui corresponde le mieux à votre culture bénévole. Et c'est pour ça qu'on va vraiment rappeler ce projet global, parce que le bénévole, il recherche ça aussi, une mission spécifique, mais dans un projet qui va lui parler et qui va le toucher. Je pense, Solène, que tu peux passer à la suite. Tout à fait. La suite qui est notre premier sondage. Alors, c'est à vous de jouer dans l'onglet sondage et de nous dire quel est le canal de recrutement qui fonctionne le plus pour vous actuellement. Donc, on a fait quelques propositions. N'hésitez pas dans le chat à ajouter s'il y a d'autres canaux qu'on n'a pas du tout mentionnés ou auxquels on n'a pas pensé. Et puis en attendant que vous puissiez participer et répondre à ce sondage, je vous propose de savoir, d'aborder la question comment est-ce qu'on peut faire de ces bénévoles des véritables ambassadeurs Océane? Comment est-ce qu'on peut engager ces bénévoles? Je vois dans le chat que certaines personnes nous disent que oui, il y a des gens qui sont intéressés, puis finalement une fois qu'on est face à la mission, il n'y a plus personne. Alors comment on peut faire, Océane? Alors, pour moi, le plus important, c'est vraiment de considérer le bénévole dans son entièreté, de considérer son investissement dans l'association, mais aussi tout ce qui est à côté. Le bénévole, quand il fait le choix de votre association, il l'a fait parmi d'autres associations et il le fait avec les contraintes que ça a de s'engager dans une association. Quand il passe plusieurs heures par semaine, mais par jour aussi, ça arrive. Il choisit de faire ça plutôt que d'aller faire du loisir ou plutôt que d'aller dans une autre association ou d'aller boire un coup en terrasse avec ses amis. Je dis ça parce qu'il y a un petit peu de soleil en ce moment. Donc, considérez ça. Et pour ça, pour le considérer, en fait, il faut lui donner le plus d'informations possible. Il faut être transparent. Et c'est pour ça que c'est important, tout ce qu'on a dit jusqu'alors, de bien le verbaliser, de bien le noter, de vous-même être en accord avec ce que vous allez donner aux bénévoles. Et pour donner le maximum d'informations à ce bénévole, d'abord, il y a la définition de son rôle dans l'association. C'est pas une blague quand je disais en préambule que dans certaines associations, on arrive et on va vous dire oh les bénévoles chez nous, vous savez, ils sont polyvalents, ils ont plein de casquettes, on fait un peu de recherche de financement, puis on s'occupe aussi d'aller faire des animations dans les écoles, et puis des fois on fait des animations dans les EHPAD. Et le bénévole, il arrive là, il vous connaît pas, il se dit oulala, mais qu'est-ce que ça va être exactement mon rôle dans cette association? Qu'est-ce que je peux apporter? Parce que clairement, je peux pas apporter sur tout ça. Donc, bien définir le rôle du bénévole, au moins dans un premier temps, ça n'empêche pas que le bénévole, à un moment donné, il va se dire ah tiens, je veux aussi aller faire des animations dans les EHPAD et aller dans les animations dans les écoles. Mais au départ, sa porte d'entrée à ce bénévole, c'est un rôle précis qui est d'aller chercher des financements, d'aller chercher des sponsors pour votre association, pour le projet. Pensez à cette porte d'entrée qui est beaucoup plus facile d'accès que quand on donne tout ce qu'on peut faire dans l'association aux bénévoles. Ensuite, on va créer du lien entre les nouveaux et les anciens. Quand on considère l'arrivée d'un nouveau bénévole, on va se concentrer que sur lui. Mais il faut penser aussi qu'il y a plein de bénévoles qui sont déjà là et qui ont besoin d'être valorisés. Et l'arrivée d'un nouveau bénévole, c'est un excellent moyen de valoriser le travail qui est déjà fait par les autres. Pour créer du lien, on va tout simplement proposer, par exemple, à quelqu'un qui est là depuis longtemps dans l'association, de mentorer ce bénévole, de le parrainer. On va créer des binômes. On va demander au bénévole de présenter ce qu'il fait dans l'association, de présenter les outils, de faire une petite formation. Et ça, c'est vraiment très important parce que déjà, vous gagnez du temps si vous vous occupez de l'arrivée des bénévoles. Et puis, en fait, vous allez donner à ce fameux Michel les clés en main de l'accompagner sur toute la question administrative, etc. Non seulement vous valorisez Michel, mais en plus, vous gagnez du temps sur la formation et l'intégration du bénévole. Et ensuite, on va mettre des actions en place pour le former. Soit on fait appel justement à des bénévoles qui sont déjà dans l'association, soit on va mettre par exemple un Google Drive en place pour faire en sorte que ce bénévole il ait toute l'information à n'importe quel moment et qu'il puisse de manière autonome prendre en main l'association. Et on a un autre petit outil dans ce sens à vous montrer. Du coup, c'est ouvert. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller cliquer sur ces petits onglets puisqu'ils sont pratiques.
Effectivement, à chaque fois que vous allez cliquer sur les onglets, vous allez arriver directement sur tout ce que vous voyez. Vous avez juste des petites parties de tout le travail qu'on a fourni justement avec Solène. On vous a créé un truc aux petits oignons, vous allez voir, avec vraiment plein d'idées, plein d'outils à mettre en place, donc qui sont pas exhaustifs. Vous avez déjà plein d'idées, donc n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à agrémenter tout ce qu'on va vous apporter. Euh, voilà pour cet outil, en tout cas, l'idée, c'est d'avoir des petites actions à mener, une liste de choses à faire, des choses qu'on peut donner aux bénévoles. L'idée, c'est de le mettre tout de suite en action, de créer un sentiment d'appartenance, de créer une idée où le bénévole, il se sent déjà investi dans l'association. Donc pour ça, on va par exemple lui demander de s'ajouter au groupe Facebook ou WhatsApp ou peu importe le groupe que vous utilisez où vous réunissez tous les bénévoles. On peut aussi lui demander d'aller se présenter en lui disant, bah voilà, ta première tâche en tant que bénévole dans l'association, ça va être de te présenter aux autres membres de l'équipe. On peut aussi lui demander d'aller liker la page Facebook, par exemple, et ça lui permet de découvrir aussi les photos qu'il y a sur la page, la façon dont vous communiquez, etc. On va créer aussi des temps de partage et de rencontres avec les anciens bénévoles. Alors, ça peut être très convivial autour d'un verre le soir, autour d'un café, ou alors une réunion un peu plus posée, un peu plus formelle, dans laquelle chacun va présenter ses missions et ce qu'on attend dans chaque pôle de l'association du bénévole qui arrive. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de créer des moments où on va se mettre en action tous ensemble pour que le bénévole il se sente déjà investi dans l'association. Et je vous propose à présent d'aborder, de rentrer un peu plus dans le détail sur comment on peut valoriser et fidéliser ces bénévoles. Donc, comme le disait tout à l'heure Océane, il faut bien garder en tête qu'un bénévole, quand il s'investit, il a bien une motivation derrière. Il veut chercher soit à acquérir de nouvelles compétences ou bon, voilà, on l'a abordé tout à l'heure, les enjeux des bénévoles, il faut bien les garder en tête et surtout pour les valoriser, leur donner envie de rester dans l'association. Il y a quelques petits axes comme ça que je vais vous partager. Le premier, c'est de s'assurer que vous êtes bien reconnaissant de ce que le bénévole fait pour votre association, de son implication. Ça peut passer tout simplement par un remerciement, le fait de dire merci à la personne lorsqu'elle a terminé une des missions, une des tâches que vous lui avez confiées. Ça peut être, si on veut aller plus loin, même faire, je ne sais pas, un rituel en fin d'année de repas qui est fait pour les bénévoles, pour les remercier de leur investissement, par exemple. Ensuite, le deuxième axe, c'est de ne pas hésiter à faire évoluer les rôles et les responsabilités des bénévoles. Ils ne vous le disent pas forcément, mais vous, en tant qu'association, en tant que gestionnaire d'association, vous pouvez identifier les potentiels de chacun et peut-être qu'il y a un bénévole qui aurait tout à fait sa place au sein du bureau de l'association parce qu'il est ultra impliqué, parce que sa formation à côté fait qu'il a des compétences connexe en plus de ce qu'il fait déjà qui peut vous apporter et puis que lui surtout il serait ravi en fait de le faire. Donc n'hésitez pas à avoir ces réflexions, de ne pas vous contenter de l'actuel et d'essayer d'imaginer où est-ce que les personnes pourraient éventuellement être, on peut parler de promotion, en tout cas de les faire évoluer en termes de responsabilité. Ensuite, il y a une troisième chose qui est aussi très importante, qu'il ne faut pas oublier, mais quand on s'investit dans une association, souvent, c'est des moments qu'on est heureux de partager. Voilà, on a souvent cette notion, cette valeur de partage au sein de l'association. C'est important d'entretenir cette cohésion, ces moments un peu conviviaux, quelle que soit la cause que l'on défend. Quand on appartient à une association, on appartient à un groupe et ce sentiment d'appartenance, c'est important de l'entretenir. Comment on peut le faire? Tout simplement en créant, encore une fois, des rituels d'échange, de moments. Ça peut être un petit déjeuner une fois par semaine avec tous les membres de l'association. Ça peut être un after work une fois par mois. Ça peut être une balade, peu importe, en fonction de votre cause, de votre association. Vous pouvez imaginer un tas de choses. Et puis, une dernière chose aussi qui est importante, c'est que comme toute association, comme toute organisation, voire même dans des entreprises, il y a des fois des choses qui dysfonctionnent au niveau de l'organisation et c'est pas grave puisque, comme je disais, c'est normal, ça arrive à toute organisation, ça fait partie du jeu. Néanmoins, montrez à vos bénévoles que vous avez conscience de ces dysfonctionnements-là qui peuvent les impacter, eux, dans leur motivation, dans leur implication au sein de votre association. Ne serait-ce que de montrer que vous avez conscience de cela, eh bien, ça peut réduire un peu leur frustration. Voilà. Et puis alors encore mieux si vous trouvez des façons d'améliorer ces dysfonctionnements et puis de faire évoluer la structure de votre organisation, de faire évoluer les missions, ça peut que être génial.
Ensuite, ce qui est important aussi de garder en tête, comme je le disais tout à l'heure, les bénévoles, au même titre que vos membres, c'est les personnes, c'est des êtres humains qui sont au cœur de votre association, au cœur de votre organisation. C'est important de leur donner les moyens de promouvoir votre association, que ces personnes-là puissent parler de votre association en dehors. Pourquoi? Parce que dans votre activité, dans vos missions, vous avez souvent besoin de notoriété, vous avez besoin je ne sais pas, si vous cherchez des partenaires, si vous cherchez des financements, si vous cherchez de nouveaux bénévoles, vous avez besoin que le reste du monde, à peu près, si je peux dire ça comme ça, le sache. Donc, vos bénévoles, c'est vos premiers porte-parole, il ne faut pas l'oublier. Et pour que ce soit vos porte-parole, c'est important que vous parliez la même langue. C'est important que vous ayez un référentiel commun, que vous ayez des valeurs communes, que toute personne qui fasse partie de l'association sache définir ce que c'est que la mission de votre association. Et pour cela, c'est important de développer votre communication interne. Demain, si vous lancez une campagne de dons, est-ce que vous êtes sûr que tous les membres de votre association seront au courant? C'est en développant votre communication en interne, que ce soit des newsletters, que ce soit je sais pas, des mots sur des tableaux. Si vous avez un tableau, si vous avez un local, par exemple, vous pouvez très bien instaurer un petit tableau avec les petites actualités où vous mettez les dernières actualités de l'association de la semaine, du mois, peu importe. L'idée, c'est de développer au maximum votre communication en interne. Et oui, l'idée, c'est de pouvoir apporter aux bénévoles de quoi, comment dire, parler facilement à leur tour de l'association. En fait, c'est ce qu'on appelle une base de connaissances. C'est l'idée de leur apporter des choses. Je disais tout à l'heure Google Drive et quelqu'un a fait remarquer dans le chat de manière tout à fait pertinente qu'il existe des logiciels plus éthiques comme Framasoft qui permettent vraiment d'avoir cette base de connaissances où on va mettre tous les documents. Et je pense par exemple à un pitch qu'il est plus facile pour les bénévoles de venir répéter. Parce que quand on arrive dans une mission de bénévolat, dans une nouvelle association, en fait, on est super fier de pouvoir la représenter et en parler à son tour. Sauf qu'on peut être un petit peu timide ou ne pas être trop sûr de soi et avoir peur de dire des bêtises. Donc on se retrouve à un dîner entre amis, on a trop envie de parler de cette nouvelle association et de les convaincre de nous rejoindre, sauf qu'on ne sait pas trop comment présenter l'association, on est nouveau, on n'a pas envie de dire de bêtises. Et parce qu'on n'a pas accès à ce pitch de présentation, à un document, un référentiel commun, on n'ose pas le dire et éventuellement on a perdu 3 ou 4 bénévoles qui auraient pu être convaincus et nous rejoindre. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de pouvoir apporter des choses aux bénévoles, du contenu qu'on va lui mettre à disposition. Alors, ça peut prendre plein de formats différents. Ça peut être un petit classeur avec des documents. Ça peut être un Framasoft. Ça peut être sur le site internet un accès vraiment spécifique aux membres de l'association sous une forme d'intranet ou que sais-je. L'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer aux bénévoles qui sont suffisamment investis, on les considère comme faisant partie de l'équipe et du coup, on va leur apporter du contenu. Pareil, c'est les actions dont je parlais tout à l'heure, mais l'idée, c'est de les inclure directement, ne pas attendre qu'ils soient suffisamment formés, ne pas attendre 6 mois, parce qu'on considère que chez nous, les bénévoles, c'est au bout du 6e mois qu'ils sont réellement bénévoles. L'idée, c'est de les inclure à travers des micro-actions. Ça peut être les amener à aller liker la page pour découvrir un petit peu. Ça peut être inciter les bénévoles à organiser un événement convivial en lui disant, tiens, Solène, tu viens d'arriver dans l'association, est-ce que ça te dirait d'organiser un café débat, une rencontre entre bénévoles, même pourquoi pas avec les adhérents. Et vous voyez, Solène, elle est mise directement dans le bain, on lui fait confiance alors qu'elle vient d'arriver dans l'association, et c'est super valorisant, et ça va la mettre tout de suite dans le bain de cette association. Tout à fait, merci Océane. Alors depuis tout à l'heure, on vous parle un petit peu de digital. Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous sont à l'aise avec cette notion, peut-être d'autres moins. Et justement, on aimerait vous amener cette question. Comment en fait le digital, est-ce qu'il peut être utile à une association? Océane, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet? Absolument. Pour moi, le digital, c'est vraiment un outil qui va servir à l'organisation de l'association, servir aux humains qu'il y a dans l'association. C'est un cercle vertueux. Dès qu'on commence à se servir du digital, en fait, on va voir tous les aspects positifs. Je sais que ça peut être difficile au départ en fonction de son attrait personnel pour le digital. On a baigné dedans, on n'a pas baigné dedans, c'est pas trop notre truc. Il faut pas hésiter à se faire aider. Quand il y a des acteurs, en l'occurrence là, on représente Siapla et Bénévolte.
Ça peut être des outils numériques, mais sachez que derrière, il y a toujours des humains, il y a toujours des personnes qui sont intéressées par le monde associatif et qui sont là pour vous aider. Donc, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à demander de l'aide aux acteurs du numérique que vous utilisez. Donc, quand on va utiliser du digital, je vais prendre au hasard, on va gagner du temps. On va gagner du temps parce que du coup, par exemple, la mission de bénévolat, à la place d'aller placarder dans chaque commerce de quartier une petite annonce qu'on va écrire à la main, etc., on va poster une annonce en quelques minutes sur une plateforme qui va ensuite la diffuser largement, qui va vous agréger les candidatures de bénévoles. C'est beaucoup plus facile comme ça, on gagne du temps. Et du coup, on gagne en efficacité. Tout le temps, toutes les quelques heures qu'on n'a pas passé à aller faire le tour des commerces pour placarder sa mission de bénévolat, c'est du temps qu'on va passer peut-être à aller chercher des nouveaux sponsors, des nouveaux financeurs, remplir un dossier d'appel à projet. On va pouvoir aussi mesurer son impact. Ça, c'est vraiment important quand vous passez ne serait-ce que quelques minutes à rédiger cette fameuse mission de bénévolat. Il faut savoir derrière qu'est-ce que ça vous a rapporté ces quelques minutes-là. Est-ce que derrière, il y a eu réellement des bénévoles qui se sont inscrits? Et s'il n'y en a pas eu, qu'est-ce qu'on peut changer? Mesurer son impact, ça permet aussi de s'améliorer. Vous voyez, là, je vais prendre encore une fois l'exemple de la mission de bénévolat, mais vous rédigez une super mission de bénévolat. Vous voyez derrière qu'en termes d'impact, il y a énormément de gens qui l'ont vu. Il y a eu beaucoup de visibilité sur cette annonce, mais il y a peu de gens qui ont cliqué dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que le titre n'est pas assez attractif, n'a pas donné envie de cliquer sur cette fameuse annonce. Donc, c'est là où ça nous permet de s'améliorer en se disant, bah, tiens, du coup, je vais changer le titre pour voir qu'est-ce que ça va changer. Et je reviens la semaine d'après et je vois si ça s'est amélioré. On gagne en visibilité, forcément, puisque mettre son annonce sur Internet, on va toucher énormément de gens, alors que si on placarde dans son quartier, on va toucher que les gens qui vont à la boulangerie, les gens qui vont au marchand de journaux et les gens qui vont au bureau de tabac. Alors que là, vraiment, on touche tout l'Internet. Et il faut savoir qu'il y a énormément de nos concitoyens qui sont sur Internet d'une façon ou d'une autre. Et pareil, on va véhiculer une image moderne. Aujourd'hui, le premier réflexe qu'on va avoir en tant que bénévole, je rencontre telle association, la première chose que je vais faire, c'est de taper son nom sur Google. Si je ne trouve absolument rien, tout de suite, je vais me sentir méfiant. Oh là là, qu'est-ce que c'est cette association? Elle n'a pas de page Facebook, elle n'a pas de site internet. Est-ce qu'elle existe vraiment? Voilà. Donc ça, c'est important pour véhiculer une image moderne, non seulement auprès des bénévoles, mais aussi des bénéficiaires. Parce qu'un bénéficiaire ou même un futur sponsor, un futur partenaire ou la personne à la vie associative de la ville qui va tomber par hasard sur une mission de bénévolat de votre association et qui va se dire, oh bah tiens, elle est drôlement bien rédigée cette mission, ça me donne envie d'en savoir plus sur l'association. Et par le biais de la mission de bénévolat, vous allez peut-être pouvoir toucher d'autres types de publics. Merci Océane. Mais je t'en prie, Solène. Donc, sur les enjeux de la digitalisation, moi, je suis tombée sur un chiffre qui m'a un petit peu étonnée. C'est que 60% des assos, elles s'estiment en retard sur le sujet de la digitalisation. Moi, ça m'étonne un petit peu et j'imagine que parmi vous, peut-être que si vous suivez un webinaire, que vous êtes à fond sur le chat, c'est que vous êtes à l'aise avec le digital. Donc, j'aimerais savoir si parmi vous, vous vous situez vous aussi en retard, enfin, vous faites partie de cette majorité d'associations qui s'estiment en retard. Pour ça, on vous a fait un petit sondage. Tu peux le présenter peut-être, Solène? Oui, donc toujours dans l'onglet sondage, donc à côté de l'onglet questions, si je ne dis pas de bêtises, vous allez pouvoir indiquer de 1 à 5 où est-ce que vous avez l'impression de vous situer par rapport au digital. 1 étant, vous vous sentez un peu en retard, et puis 5, vous vous sentez un peu en avance, enfin plutôt en avance. Voilà, n'hésitez pas à répondre à ce petit sondage. Et puis, le temps que tout le monde réponde, je vous propose de passer au résumé avant qu'on arrive un peu à vos questions. Donc, résumé, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce webinaire, de cette heure passée ensemble? Comme Océane nous l'a présenté tout à l'heure, les attentes des bénévoles, les pratiques de recrutement évoluent. C'est important de les avoir en tête pour optimiser votre recrutement. Voilà, aujourd'hui, si vous éprouvez des difficultés dans votre recrutement de bénévoles, peut-être n'hésitez pas à retourner voir ce qu'on vous a présenté au début, là, la présentation, pour vous remettre en tête les enjeux aujourd'hui des bénévoles. Que sont-ils? Est-ce que c'était les mêmes il y a 10 ans? A priori, non. Donc, voilà.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième, n'hésitez pas à faire le point aussi, vous, en matière de besoin de bénévolat. Est-ce que vous savez concrètement, réellement, de quoi vous avez besoin au quotidien dans votre association, plutôt de qui, de quelles compétences? Et puis, clarifier le plus possible peut-être les missions, les postes, votre organisation, diversifier au maximum les canaux de recrutement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous sollicitez, en tout cas, vous utilisez un seul canal de recrutement. Peut-être qu'il y en a d'autres qui seraient encore plus efficaces. N'hésitez pas à les tester, chacun d'entre eux, et puis communiquer, on ne le dira jamais assez, hein, en interne, en externe. Et puis surtout, n'hésitez pas à utiliser les différents outils qu'on vous a présentés aujourd'hui. Je réinsiste, mais vous aurez donc la présentation en lien dans le mail que vous allez recevoir à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à y retourner et à cliquer sur les différents liens. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un onglet qui s'est ouvert. Je vais en profiter, comme on a encore un tout petit peu le temps. En fait, vous allez atterrir sur cette page ici et vous allez voir différents encarts sur lesquels vous allez pouvoir cliquer et puis retrouver un tas de petits outils, de petits liens à aller cliquer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, je vous propose de passer maintenant aux questions. J'ai vu en tout cas qu'il y avait eu plein de réponses au sondage. Merci beaucoup pour vos participations. Alors, au niveau des questions. Je vois que Laurent a répondu à pas mal de questions déjà. Alors, le bénévolat, je vous propose de répondre à cette question d'Héloïse. Le bénévolat ne risque pas, dans le but de limiter la création d'emplois? C'est une question intéressante. Je dirais que le bénévolat et l'emploi en soi sont assez complémentaires. Le but du bénévolat, c'est de pouvoir répondre aux besoins des associations qui ont des ressources assez limitées financièrement. Et rien n'empêche de commencer par du bénévolat, puis derrière, si votre organisation, votre structure le permet, de recruter ce bénévole-là et d'en faire un employé, un salarié de votre association. J'espère que j'ai répondu à votre question, Héloïse. Ouais, c'est une question qui génère beaucoup d'émotions, donc généralement côté bénévole ou côté des personnes qui ne sont pas encore bénévoles. Et même dans l'association, ça peut créer des tensions entre ceux qui sont salariés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui voudraient l'être, ceux qui ne l'ont jamais été. Enfin bref, ça peut être source de conflits. C'est pour ça que c'est important de bien considérer qu'est-ce que vous attendez d'un bénévole et jusqu'où va sa mission. Pour vous donner un exemple concret, nous sur Bénévolte, on modère à la main chaque mission de bénévolat. Et il y en a quelques-unes où à chaque fois on se dit collectivement, oula, celle-là, elle va un petit peu loin. Vous voyez, quand on demande une mission de bénévolat où il s'agit de créer toute une application mobile et Internet avec des fonctionnalités très très avancées, là on n'est plus dans la mission de bénévolat. La mission de bénévolat, elle va venir suppléer le travail éventuellement d'un salarié. Ça se fait beaucoup dans les associations. Mais il faut aussi considérer ce que le bénévole attend. Quand vous êtes en entretien pour la première fois, quand vous buvez ce premier café, vous allez échanger sur les attentes du bénévole, demandez-lui où est-ce que toi tu vois ta mission s'arrêter, combien de temps tu as à consacrer et où est-ce que tu t'arrêtes quand il s'agit de donner tes compétences et donner ton temps. Ça se co-construit aussi, je pense, cette question-là. Merci Océane. Nous avons une autre question intéressante de Anne-Laure qui a dû arriver un petit peu après le début de la présentation. C'est pas grave, rassurez-vous Anne-Laure, vous allez recevoir un mail à la fin dès qu'on aura terminé ce webinaire avec le replay de la vidéo. Donc vous allez pouvoir revoir le début. Et puis comme je le disais, vous allez avoir le support, tout le PowerPoint que nous avons présenté, vous l'aurez. Voilà. Vous allez pouvoir nous revoir en boucle si vous voulez. Oui. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme question? Elle fuse les questions, vous êtes trop réactifs. N'hésitez pas si vous avez des questions vraiment individuelles, des choses sur votre cas très personnel, le cas de votre association en particulier, ou que vous n'osez pas la poser ici, à prendre contact avec Solène ou moi-même sur les sujets qui nous incombent l'une et l'autre. N'hésitez pas, on est assez accessible. Tout à fait. Nous avons une question, alors je n'ai pas le nom de la personne, je suis désolée, Laurent me l'a remonté. Ce qui est fort intéressant, mais comment donner envie à des adhérents qui n'ont pas l'air de vouloir s'investir?
Alors, comment on peut donner envie à des bénévoles? Je pense qu'on a apporté déjà quelques réponses, mais peut-être que Océane, tu aurais quelques éléments à nous redonner. Je vais remettre la Ouais. slide en question qui Alors, agrandit. il faut savoir que côté adhérent, c'est souvent comment dire la communauté dans laquelle on va pouvoir générer le plus de nouvelles candidatures de bénévoles, tout simplement parce que les adhérents connaissent déjà votre action, connaissent votre association. Je regardais les chiffres il y a pas très longtemps et en fait, parmi les bénéficiaires et parmi les adhérents, c'est là où on trouve le plus de bénévoles. Donc en fait, il faut soigner votre communication et pour le coup, là, il faut vraiment bien définir le rôle du bénévole pour pouvoir l'exprimer clairement. Un adhérent, ça va lui faire peur quand on va lui présenter tout à coup tout ce que doit faire un bénévole dans l'association. On sait tous très bien que dans une asso, on a plusieurs casquettes, qu'on peut faire plusieurs choses et qu'on est très libre de pouvoir apporter plein de compétences différentes. Mais pensez à vraiment créer ces portes d'entrée de façon très personnalisée. Les adhérents, essayez de les connaître, essayez de, par exemple, au moment de l'adhésion de la nouvelle année, on va mettre un petit questionnaire aussi pour savoir quelles sont vos compétences, qu'est-ce qui vous plaît dans l'association. Si vous aviez une baguette magique pour mon association, qu'est-ce que vous y feriez? Et en fait, ça vous permet de connaître chaque adhérent et de pouvoir aller les retrouver et offrir une porte d'entrée personnalisée. Bah tiens, Solène, j'ai vu dans ton questionnaire que toi, tu aimais bien participer auprès des enfants et que ce qui te plaisait dans l'association, c'est l'aspect convivial. Bah écoute, moi dans l'association, ce que j'ai envie de te dire, c'est que toutes les semaines, on se fait un temps convivial et en plus, tu peux intervenir dans les temps d'activité périscolaire auprès des enfants. Bah, là, Solène, elle peut pas me dire non. Parce que je suis allée la voir en lui parlant vraiment d'elle, de ce qu'elle recherchait, de ce qu'elle voulait. Tout à fait. Nous avons une autre question de Anne Carré. Comment recruter des bénévoles hors de notre zone? Je ne sais pas si Océane, tu veux prendre le relais sur cette question, mais je dirais que le digital est votre meilleur allié. Anne, peut-être que hors de votre zone, vous parlez peut-être de zone géographique. En tout cas, si c'est le cas, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le digital a de nombreux avantages, Océane. Ouais. Effectivement, alors que pour le coup, je peux très bien vous parler de bénévoles, je peux un peu moins vous parler des autres acteurs, mais le digital, il permet ça, il permet de rendre visible très loin votre mission de bénévolat. Par exemple, pendant les différents confinements, le télébénévolat, donc le bénévolat à distance, s'est démocratisé. Et on voit qu'il y a eu une mouvance de la part des bénévoles pour aller chercher des missions qui sont au-delà de leur périmètre. Vous voyez, moi, par exemple, pendant le confinement, moi, je suis de Nantes et je suis intervenue à Lille parce que j'avais les compétences sur cette mission. Et en fait, s'il n'y avait pas eu le digital, s'il n'y avait pas eu Internet, moi, en tant que Nantaise, j'aurais jamais vu cette mission lilloise. Donc, il faut vraiment utiliser ça comme un levier pour avoir plus de visibilité. Pareil, sur Facebook, vous pouvez avoir des statistiques sur les gens qui vous suivent sur votre page. Souvent, on peut être étonné parce qu'il y a des gens qui nous suivent de l'autre bout de la France ou même de l'autre bout du monde. Et du coup, il ne faut pas hésiter à partager sa mission de bénévolat, partager sa campagne de dons sur Facebook parce que c'est là aussi qu'on peut aller toucher très, très large. Tout à fait. Mais du côté de Yapla, c'est pareil. Le fait que en fait, toutes les différentes fonctionnalités de la plateforme sont connectées, vous allez pouvoir avoir tout un répertoire de contacts qui va s'entretenir et évoluer avec le temps. Ça veut dire que toutes les personnes qui auront participé à un événement et qui auront acheté votre billet via Yapla, tous vos donateurs qui vous auront fait un don via Yapla, toutes les personnes qui auront adhéré à votre association, même si elles sont plus adhérentes aujourd'hui, mais qu'elles y étaient il y a 3 ans et puis vous aviez déjà Yapla, par exemple, ou dans 3 ans, si vous avez Yapla aujourd'hui, admettons, eh bien, le jour où vous allez vouloir, par exemple, faire une newsletter dans laquelle vous allez informer votre communauté de votre recherche de bénévoles, eh bien, toutes ces adresses mail-là que vous aurez accumulées depuis toutes ces années, vous allez pouvoir les solliciter. Vous allez pouvoir entretenir le lien avec votre communauté et solliciter votre communauté pour aller chercher des bénévoles. C'est un exemple aussi de l'importance de l'impact du digital et de comment le digital peut vous servir. Si tu me l'autorises, Solène, je vais donner une anecdote très personnelle. Dans ma folle jeunesse, donc c'était à peu près en 2015, j'étais à Montpellier et j'ai participé au marathon en tant que bénévole. J'étais signaleuse, donc je donnais les bouteilles d'eau aux marathoniens qui passaient au 41e kilomètre. Et maintenant que je suis sur Nantes, tous les ans, je continue de recevoir de l'association Montpellier-Rennes et des super bénévoles. Est-ce que vous voulez venir sur le marathon, revenir en tant que bénévole? Et vous voyez, là, pour le coup, il n'y a pas de territoire. Peu importe que je sois à l'autre bout de la France, je continue de recevoir ces appels à être bénévole. Donc, le digital, on peut en penser tout ce qu'on veut. C'est quand même un super outil pour aller toucher très, très large et avoir énormément de visibilité.
Merci pour cette belle anecdote, Anne. Il nous reste une petite minute peut-être pour répondre à une dernière petite question. Et encore une fois, toutes les questions qu'on n'aura pas eu le temps d'aborder, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vais vous mettre la dernière slide avec nos contacts ici à bonjour@chapla.com ou à contact@benevolte.fr. Si il vous reste des questions en suspens, n'hésitez pas. Peut-être dernière question, comment faire quand justement un bénévole veut tout changer, je pense au sein d'une Ah, association. grande question, ça. C'est vrai que c'est difficile, surtout quand, alors j'entends souvent ça et je l'ai moi-même vécu quand il y a plusieurs générations de bénévoles dans une association. On peut voir des frictions avec des bénévoles qui arrivent en disant bon ben les réseaux sociaux, on va tout refaire, on va avoir une page Instagram, une page TikTok et les bénévoles qui sont là en se disant oula, nous on n'y connaît rien, on n'a pas envie de ça, c'est pas notre sujet, ça peut faire peur. Donc là, il y a une conduite du changement à faire. Ça peut passer par des formations, des moments de team building, donc des moments de convivialité tout simplement où on va apprendre à se connaître, essayer de comprendre les motivations de chacun. Ce nouveau bénévole qui est arrivé et qui veut absolument créer un compte TikTok alors qu'on fait des potagers auprès des enfants, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que ce bénévole, il croit vraiment dans ce projet? Pourquoi il y croit? Est-ce que ça peut vraiment nous apporter quelque chose? Est-ce qu'on peut lui donner les clés pour mener à bien ce projet? Et ceux en face qui ne veulent absolument pas ce compte TikTok, pourquoi ils ne le veulent pas? Est-ce que c'est parce qu'ils craignent d'avoir à gérer ce projet, ils n'ont pas les compétences, pas le temps, pas l'envie, et du coup on va pouvoir les rassurer sur certaines choses. Et là c'est vraiment un sujet autour de l'accompagnement au changement des personnes qui sont déjà en place, mais aussi des nouveaux bénévoles. Si dès le départ on crée un cadre où on va expliquer aux bénévoles à quel moment et comment ils peuvent prendre des initiatives, ça évite aussi ce genre de friction par la suite. Merci Océane. Alors, nous avons une autre question. Comment se positionner en tant que président en cas de difficulté avec un membre du conseil d'administration qui se comporte comme étant le responsable et Ah oui. qui a par exemple pris un rendez-vous avec le maire sans associer, en tout cas sans prévenir a priori le président? Alors là, n'hésitez pas, pardon, à utiliser des formulations écrites. Je pense à la charte du bénévolat qui est un super outil où dès le début de notre collaboration avec un bénévole ou même en cours de collaboration, on va pouvoir reprendre ce référentiel commun. C'est ce dont Solène nous parlait pendant la présentation. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'idée, c'est d'avoir cette charte du bénévolat où on va vraiment expliquer bah, quel est le rôle de chacun, quel est ton rôle à toi bénévole dans cette mission-là. Encore une fois, quelles initiatives tu peux prendre, comment les prendre, quel est le processus pour prendre une décision, pour aller faire une réunion en mairie, pour prendre telle ou telle initiative. En fait, tout ça, si c'est inscrit noir sur blanc sur une charte du bénévolat qui est signée, co-signée entre l'association et le bénévole, bah, tout de suite, quand il y a ce genre de difficultés, ça va au-delà des personnalités de chacun. Il y a vraiment un truc qu'on a signé en commun, qui est extérieur à nous-mêmes en tant que personnalité dans l'association, sur lequel on peut revenir. Et surtout, si vous sentez qu'il y a des frictions entre deux personnalités, n'hésitez pas à faire appel à une troisième personne, quelqu'un dans l'association qui est peut-être un peu plus neutre, qui va pouvoir gérer ce conflit, tout simplement en étant présent, en peut-être apportant cette médiation qui va pas être possible entre deux personnalités, peut-être des fortes têtes qui s'opposent un petit peu. Et surtout, la personne qui vous pose problème dans l'association, essayez de creuser un petit peu derrière tout ça, derrière cette prise d'initiative qui n'a pas été concertée. Qu'est-ce qui se trame en fait? Est-ce que cette personne elle a besoin de plus de responsabilités? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris? Voilà, donc n'hésitez pas à creuser, à aller voir un petit peu au-delà de ça et surtout utiliser la médiation et les choses écrites, des outils comme la charte de bénévolat pour régler ces conflits. Alors, en parlant de charte du bénévolat, nous avons Nathalie Gérard qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver cette charte du bénévolat. Alors, en fait, il n'y a pas de document officiel. Chaque association peut la faire un petit peu à sa sauce. Il existe plein de contenus sur Internet. Je pense notamment à France Bénévolat que vous devez connaître, qui en édite une. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce que vous trouvez sur Internet, mais aussi à créer vos propres documents. Ce sera à l'image de votre association, avec le ton de votre association, les mots de votre asso. Donc, n'hésitez pas à le créer. L'idée d'une charte du bénévolat, c'est d'afficher, de mettre noir sur blanc la façon dont vous voyez votre propre association, les missions dans l'association,
et tout simplement votre culture bénévole. Super, merci beaucoup Océane. Je t'en prie. Nous avons Mia Demoulin qui nous demande si on peut revenir sur les 3 points clés qui permettent de donner envie à un bénévole ponctuel de s'investir plus. Alors, il doit s'agir de ces 3 points-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je rappelle, la présentation sera disponible dans le mail que vous allez recevoir dans quelques minutes quand on aura terminé. Océane, c'était... Ouais. Alors c'est vraiment spécifique, c'est vrai sur le bénévolat ponctuel. En fait, ça va vraiment dépendre de chaque association et chaque bénévole. Mais si on reprend ces 3 points-là, l'idée c'est de vraiment bien définir le rôle du bénévole dans l'association. Et ça marche aussi pour les missions ponctuelles. Si le bénévole il sait à quelle heure il vient, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui est attendu de lui, c'est beaucoup plus facile de pouvoir s'investir. Et en fait, tout simplement de contrebalancer la peur qu'on peut avoir. C'est vraiment pas facile en tant que nouveau bénévole d'arriver dans une association où on ne connaît rien. Tout le monde se connaît depuis éventuellement des années et nous, on a un petit peu cette pièce rapportée. L'idée, c'est vraiment d'être dans la réassurance pour ce bénévole. Et dès qu'il a toutes ces informations, dès que c'est clair, il sait exactement ce qu'il doit faire, où et quand, avec qui, c'est beaucoup plus facile et ça contrebalance cette peur d'arriver dans l'inconnu. On va créer du lien entre les nouveaux et les anciens, tout simplement pour valoriser le travail des anciens, ne pas leur faire peur, ne pas envoyer de signaux négatifs où on va dire à ces anciens bénévoles, bah, vous voyez, vous travaillez pas assez bien, du coup on a besoin de nouveaux bénévoles. Il faut contrebalancer ça aussi et mettre des micro-actions en place. Il faut que le bénévole il soit tout de suite en mouvement. Il n'y a rien de pire quand on arrive dans une association de pas trop savoir quoi faire, où se placer, où se mettre. On attend un petit peu les consignes. Si on a tout de suite un petit truc à faire où on n'a pas besoin d'être formé, on n'a pas besoin de connaître à 100% l'association, mais on nous fait déjà confiance, on nous met déjà dans l'action, bah pour moi, c'est gagné sur l'intégration du bénévole. Super, merci beaucoup Océane pour ces réponses très complètes. J'espère. Nous avons encore plein de questions, notamment une de Anne Silberstein. Je suis désolée si j'écorche votre nom de famille. Faut-il proposer des contreparties aux bénévoles? Alors ça, c'est un vaste sujet. Là, ça dépend vraiment de votre association et de votre culture bénévole. Il y a beaucoup d'associations qui vont mettre en place des goodies, par exemple, c'est un petit pack d'accueil où on a son mug avec le logo de l'association. Mais ça peut être aussi tout simplement ces moments conviviaux où on va vraiment inviter les bénévoles en dehors de cette bulle qui est l'association. On va, par exemple, bon, encore un exemple très personnel, une anecdote. Je participais à un événement sur Pâques où il s'agissait de donner des chocolats aux enfants quand ils nous ramenaient des œufs, etc. Et à la fin de la journée, tous les bénévoles ont eu droit à leur petit lapin au chocolat. Bon, moi, ça m'a parlé, forcément, fan de chocolat que je suis. Mais vous voyez, c'est un truc où l'association, elle n'a pas eu à faire un gros investissement. Ça a été vraiment un geste simple et naturel de bah, vas-y, Océane, je sais que tu aimes bien le chocolat, bah, prends donc un lapin pour te remercier de cette journée. Donc, il n'y a pas forcément de contrepartie physique. Quand c'est possible pour vous, quand vous en avez les moyens et les possibilités dans votre association, ben faites-le. On invite les bénévoles au resto, on paye son verre de temps en temps. On offre ce pack de goodies à l'entrée, mais c'est surtout proposer des moments conviviaux aux bénévoles, d'apporter votre écoute en tant que responsable de l'association, en tant que responsable des bénévoles. Ben, c'est déjà une grande partie des contreparties que vous pouvez apporter aux bénévoles. Merci pour cette petite anecdote, Océane. J'en ai plein. Hein. Et je vous propose une dernière question et puis ensuite, soit on poursuit. Je vois que pas mal de personnes nous quittent progressivement. N'hésitez pas à continuer à poser des questions pour un temps qu'il faut. Mais, nous avons une question d'Alexandre Moisson. Avez-vous quelques tips pour recruter des bénévoles pour les conseils d'administration et autres postes à responsabilité? Alors, il faut savoir que les chiffres montrent qu'un bénévole n'arrivera, enfin, que très rarement en tout cas, sur une mission de bénévolat responsabilité associative. En tant que bénévole, voir une mission de bénévolat où on nous explique qu'il faut être président de telle ou telle association, bah, ça fait très peur parce que le mot président, bah, il est connoté de plein de choses où il y a bah, ce charisme à avoir, toutes ces compétences, cette connaissance de l'association. Et du coup, c'est très dur de passer par cette porte d'entrée-là. Par contre, un bénévole qui a monté progressivement les échelons, qui est rentré dans l'association par un poste un peu plus simple de bah, aider à la trésorerie de l'association. Ensuite, on amène ce bénévole à devenir trésorier lui-même. En fait, cette porte d'entrée, elle est plus facile et plus accessible. Donc, essayez de définir aussi des portes d'entrée qui soient plus accessibles, qui fassent moins peur. Il y a cette valence négative
autour des mots trésorier, président, parce qu'ils sont empreints d'une grande responsabilité. Donc il y a certains bénévoles, et ils existent, qui vont être super enthousiastes par les responsabilités, mais c'est dur de prendre des responsabilités dans une association qu'on ne connaît pas encore. Donc ça, il faut vraiment faire très attention et avoir un parcours d'engagement du bénévole qui soit vraiment défini, et il faut y aller par étapes. Merci beaucoup, Océane. Je ne vois pas. Si, peut-être une dernière question. Bon, on s'écarte du sujet du bénévolat, mais je la trouve très intéressante. Comment trouver des mécènes? Alors, voilà. J'aimerais avoir une réponse solenne. comment trouver des mécènes? C'est vrai que c'est un enjeu qui est important pour beaucoup d'associations. Voilà. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que je pense que dans la cadre de recherche de mécènes, le digital peut être très utile déjà. Non, sans plaisanter, le fait d'être structuré dans déjà pourquoi vous avez besoin de mécènes, quelles sont vos motivations, quels besoins auxquels le mécène va répondre, un peu comme le bénévole en fait, quand vous allez vous lancer dans la recherche de quelque chose pour votre association, c'est important déjà de poser les bases, pourquoi vous avez besoin de ces mécènes-là, d'identifier au maximum ce besoin pour pouvoir derrière aller structurer votre recherche. On va organiser, Yapla, un webinaire avec un cabinet d'avocats qui est spécialisé justement dans le secteur des organisations à but non lucratif et on va aborder la question de la diversification de ces ressources et notamment la question du mécénat. Donc, n'hésitez pas à suivre notre actualité, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On publiera l'événement lorsqu'il sera organisé. Normalement, il va être organisé aux alentours de septembre, si je ne dis pas de bêtises. Mais d'ici là, que ce soit même Bénévolte ou Yapla, on essaye de publier régulièrement des contenus utiles aux associations, un peu comme ce webinaire-là. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos blogs, sur nos réseaux sociaux pour avoir un maximum de ressources utiles. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions qui sont arrivées? A priori, non. Je pense que nous avons fait le tour. Merci à vous tous pour ces questions et pour cette interaction dans le chat. Ouais. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Ouais. Et n'hésitez pas à continuer la discussion avec les mails que vous voyez à l'écran. On est là pour vous répondre. C'est ça. Et merci beaucoup à toi, Laurent, qui est dans le chat, qui nous a aidé à répondre à toutes les questions. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à tous, à bientôt. Océane, au revoir.